Aujourd'hui, on se retrouve avec Velvet, qui est notre invitée d'honneur. Carrément. On est très content d'accueillir, qui va nous parler d'un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Mais étant donné que j'ai été jetée sous le bus, je jette Taros sous le bus avec son sujet. Eh bien, Taros, tu vas nous parler des responsabilités et de l'aléatoire. Je te laisse nous expliquer. Un petit peu d'historique quand même sur le sujet avant que je commence. La raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de responsabilité et d'aléatoire, c'est que je suis sur un certain nombre de Discord en lien avec du jeu de rôle et sur l'un d'entre eux, donc à savoir le réseau accompagnement jeu de rôle et pratique qui cherche aussi à faire des applications de jeu de rôle à des situations thérapeutiques, donc qui est majoritairement tenu par notamment Corentin Boulet qu'on avait invité dans un antique épisode de Rolls de l'ancienne saison d'il y a longtemps, avec qui on avait pu discuter justement notamment de ce réseau-là. Et en fait, à un moment, j'ai vu en farfouillant dans les messages de ce serveur des personnes qui avaient des discussions très tranchées sur le fait que l'aléatoire, ça enlevait toute la responsabilité ou au contraire, ça ne l'enlevait pas du tout. Pour moi, c'était pas autant tranché, c'était plus une zone grise. Et donc, du coup, comme toujours, quand il y a des zones grises, moi, ce que je fais, c'est que je recherche des choses, je me perds dans un certain nombre de tangentes et je finis par essayer d'en former un sujet qui, en fin de compte, n'apporte aucune réponse, mais pose des petits éléments comme ça et là. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Et pour cela, normalement, si tout se passe bien, j'ai des slides. Incroyable. Aléatoire et responsabilité. Pourquoi ce sujet ? Je vous en ai un petit peu parlé. L'aléatoire, on est d'accord que c'est un petit peu une composante, on va dire, classique de pas mal de jeux de rôle. Alors bien sûr, il existe toute une production, notamment dans les jeux de rôle indépendants, où on a des jeux où on n'a pas nécessairement des dés. Donc l'aléatoire n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais il en reste que dans les grands canons, chaque fois qu'on parle de jeux de rôle à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est souvent ce qui revient, c'est on jette des dés et il se passe des choses, et les gens y parlent entre eux. C'est un petit peu la définition qui revient à chaque fois que j'ai demandé à des personnes qui ne connaissaient pas le média de m'expliquer ce que c'était. Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde un petit peu, un grand nombre des jeux qui sont référencés, on peut parler de la bibliothèque du GROG qui recense un certain nombre des productions publiées via des maisons d'édition. Il y a beaucoup de systèmes qui utilisent des générateurs d'aléatoires, donc des dés à 20 faces pour citer que cela, mais aussi des tirages de cartes, et on a des conséquences qui vont être associées au résultat. Donc, traditionnellement, réussite, échec, des fois réussite critique, échec critique. Et donc, je vais commencer mon intervention en redonnant la parole. Selon vous, est-ce qu'on est plus, moins ou également responsable de ses actions et de leurs conséquences lorsque l'aléatoire est utilisé pour trancher ? Moi, j'ai pas fait de recherche, je viens de découvrir la question. J'aurais tendance à dire que on est toujours aussi responsable parce que c'est pas tant l'action que l'intention qui compte. Il y a la façon de réagir aussi, j'aurais dit. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez peut-être même des exemples qui vous viennent en tête, des choses que vous avez envie de mentionner ? Je pense à des cas auquel cas on perdrait la responsabilité de ses actions lorsqu'on utilise l'aléatoire. Pour des cas comme sur Donjons et Dragons, il y a l'échec critique et certains jeux s'amusent à faire un effet négatif, on va dire. Et d'une certaine façon, si tu tires à l'arc et que tu touches ton copain, vu que c'était pas ton intention, est-ce que tu es responsable de cette action ? Moi, j'aurais tendance à dire non, sauf dans le cas où les répercussions sont claires. Si ton jeu te dit tu vas faire cette action, si tu fais ce lancer-là, il va se passer là, si tu fais ça, il va se passer ça, tu prends la responsabilité de l'échec. Est-ce que tu as des choses qui te viennent, Bloop, de ton côté ? Ah oui, mais alors c'est complètement en dehors du jeu, c'est vraiment sur des expériences personnelles. C'est que je suis une personne très très indécise. Je déteste prendre des décisions d'ailleurs, quand ça concerne un groupe. Et mes amis, ils ont trouvé un moyen de me faire prendre des décisions. C'est que quand j'ai deux choix par exemple, ils me disent de penser à ce que j'aimerais ou ce que j'aimerais pas dans ma tête sans le dire. Puis on détermine pile ou face l'un ou l'autre choix. Et en fait, si je suis déçue du résultat, on prend du coup en fonction de l'intention. Et si je suis contente du coup, enfin si je m'en fiche, on prend en fonction du résultat. Et du coup, ça revient sur la question de l'intention et de... Il y a une responsabilité, je pense, de jouer. Je suis assez d'accord avec Velvet. On sait pourquoi on joue, généralement. Après, pour moi, cette réflexion a lieu que dans le jeu. Dans la vraie vie, si tu fais quelque chose et que ça se passe pas comme tu veux et que on va tout de suite aller dans les grands drames, quelqu'un est blessé, c'est quand même ta responsabilité. Si on prend l'exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais dans les séries, Après, souvent je jette vois pas des... de dés dans les- Non, mais même pas forcément dans les séries, même dans la vraie vie, il y a des enfants qui jouent. Hmm. Et il y en a un, hop, l'autre. Est-ce qu'il y a responsabilité ? Parce que c'était pas intentionnel. Après, ça pose aussi question aussi, il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a responsabilité des parents, des choses comme ça, mais je ne sais pas. De grandes questions. Peut-être De grandes que en amenant un petit peu plus de billes, ça va être un peu plus facile pour nous de
discuter de tout cela. Qu'est-ce que la responsabilité ? Parce que oui, hein, je parle de responsabilité depuis tout à l'heure, mais pour autant, on n'a pas vraiment posé ce que c'était. Moi, quand je me pose des questions, je reviens toujours vers Wikipédia, de toute façon. Définition que j'en ai un petit peu sortie, la responsabilité désigne le fait pour une personne de répondre de ses actes. Il y a des liens avec ce que vous avez abordé juste avant, d'en assumer les conséquences et, le cas échéant, de solliciter de l'aide ou des conseils pour les gérer. Plus précisément, ce qu'on a souvent dans le vocabulaire commun quand on a responsabilité, c'est la responsabilité morale, consiste en une capacité pour un sujet volontaire et conscient de prendre une décision sans en référer au préalable à une autorité supérieure, à pouvoir donner les motifs de ses actes et à être jugé sur eux. Il y a une redevabilité au vu de ses actions. Pour donner un contre-exemple, voilà, une créature de laquelle on ne peut attendre aucune responsabilité, mon chat qui est en train de voler une crêpe. Quand j'ai commencé à me poser ces questions de responsabilité, je me suis dit, en fait, il y a peut-être une dimension de plus. Et c'est vrai qu'en fait, très vite, on se retrouve sur de la philosophie. Est-ce que la responsabilité, elle existe ? Parce que si tout est déterminé à l'avance ou s'il n'y a pas de libre arbitre, comment est-ce que on peut se placer vis-à-vis de tout ça ? Donc on a deux axes qui ont été identifiés par la philosophie. Le premier étant le déterminisme matériel, ou déterminisme physique, qui a une théorie selon laquelle chaque événement, en vertu du principe de causalité, donc cause à effet, est complètement déterminé par des événements passés conformément aux lois de la nature. Donc, les choses arrivent parce qu'on a des atomes, ils bougent, etc. Et donc du coup, c'est juste les atomes, ils ont bougé de telle manière, donc on a eu telle pensée. Et de l'autre côté, on a le libre arbitre, qui est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. La notion de libre arbitre est devenue une question importante nécessairement dans le débat relativement à la question de savoir si les individus sont moralement responsables de leurs actes ou pas, et si oui, dans quel sens ? Parce que on comprend bien que si on estime qu'on n'a aucun libre arbitre, on ne peut pas tenir les gens pour étant responsables de leurs actes. De ça, il y a 4 catégories qui émergent en fonction de ces deux axes. Bien sûr, en réalité, tout est toujours en nuance, c'est pas vous êtes nécessairement dans une case, vous pouvez être à la limite entre deux, vous pouvez être plus vers un pôle, plus vers l'autre, etc. Vous pouvez avoir des petits éléments d'un peu de chaque aussi. Et donc ces 4 pôles sont d'un côté les incompatibilistes durs qui pensent que l'univers il est pas déterministe. Donc c'est pas un ensemble de lois naturelles qui régit tout. Mais en dépit de tout ça, il n'y a pas de libre arbitre non plus. On a les libertariens qui ne pensent pas que l'univers est déterministe. Et du coup, on a un libre arbitre dedans. Et de l'autre côté, on a les déterministes durs qui pensent que l'univers, dans son ensemble, il est déterminé. Et qu'en conséquence, puisque c'est juste des suites de cause à effet et que c'est juste les lois de la nature, il est pas possible qu'il y ait un libre arbitre qui existe. Et enfin, il y a le compatibilisme qui postule que le déterminisme et le libre arbitre sont des choses qui restent compatibles en fait. Il est possible d'être à la fois déterminé, donc avoir un ensemble de lois de la nature, et en même temps d'influer par soi-même. Donc ça ne suppose pas l'absence de volonté, et donc du coup, en fait, on peut agir suivant sa volonté, là où à l'inverse, chez les déterministes durs, en fait, la volonté n'existe pas vraiment. En ultra simplifié, encore une fois, je ne fais pas de philo. Pourquoi ça m'intéresse de faire ces catégories-là ? Parce que moi, j'adore les équations logiques. J'ai un problème avec ça. Et je finis toujours par en ressortir. Mais donc, du coup, j'ai fait un petit tableau logique. Est-ce qu'on considère que le monde est déterministe ? Est-ce qu'on considère que on a du libre arbitre ou pas ? Et une troisième case qui va nous concerner quand on fait du jeu de rôle. Est-ce que le jeu est considéré comme une extension du monde ? Est-ce qu'il fait partie du monde réel dans lequel on est ? Ou c'est quelque chose de complètement séparé ? La conclusion à laquelle j'en suis venu, c'est que si ce soit un espace ou non qui se trouve en dehors du réel, le jeu peut, suivant la philosophie qu'on a, être un espace de responsabilité. Bon. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est des concepts théoriques. Quand moi, je suis en train de lancer mes petits dés pour mon personnage, ou justement parce que je suis MJ et que j'ai des petits personnages à ma table, ça me donne pas grand-chose. Moi, ce que j'ai plus l'impression, quand j'analyse tout ça et que je me repasse dans ma tête toutes mes expériences de jeux de rôle passés, que je vois comment mes joueuses et joueurs ont réagi, c'est qu'en fait, il y a un petit peu la question de la liberté de choix, la fameuse agentivité. Donc, à la fois réelle, est-ce que vraiment j'ai les capacités d'agir sur la chose, et perçu, est-ce que je pense que je peux agir sur la chose ? Donc ça va être ma capacité à interpréter un résultat de dé par exemple. Parce que c'est pas parce qu'on me dit explicitement que c'est une réussite que je dois le jouer d'une unique façon. C'est pas parce qu'on me dit que c'est un échec que je dois le jouer d'une unique façon. Ma capacité à m'approprier l'espace, c'est aussi comment est-ce que dans l'espace qui m'est donné, je vais pouvoir amener des solutions créatives. Et bien sûr, la marge de manœuvre qui m'est laissée. Parce que, suivant les tables, on a des personnes qui vont être très dirigistes et qui vont laisser aucun pouvoir narratif aux joueuses et joueurs. Et de l'autre côté, on a des personnes qui vont accepter complètement de déléguer une partie de la narration. Et voilà. Donc mon postulat auquel j'en arrive, c'est que ce serait pas tant l'usage de
l'outil générateur d'aléatoire en lui-même qui changerait la responsabilité, ce que vous aviez dit au début. Mais, selon vous, en pratique, est-ce que vous pensez que, pour vous, et vraiment pour vous, l'usage d'un outil d'aléatoire modifie votre responsabilité? Juste la question dans le contexte du jeu. Ouais. Oui, ok. En fait, moi, c'était la responsabilité de quoi? La responsabilité dans l'univers du jeu exactement, ce qui est donc est un peu ta question, ou la responsabilité autour de la base que tout le monde s'amuse? Je me suis pas posé la question dans ce sens-là parce que moi je pars du principe qu'il faut que tout le monde s'amuse au-dessus de tout de toute façon et que pour moi s'il y a quelqu'un qui s'amuse pas de toute façon j'arrête la partie. Enfin que la personne le dit, que la personne se sent pas bien, etc. Parce que de toute façon on est là pour partager une activité ludique et pas se mettre en difficulté les unes les autres. Donc du coup j'avoue que mon sujet je l'ai plus centré sur la question de responsabilité vis-à-vis de la narration en fait. Est-ce que mon personnage est responsable? Est-ce que... voilà. Je vais totalement botter en touche avec cette question qui est magnifique. J'ai l'impression d'être un présentateur CNews. C'est est-ce que c'est important? Qui est responsable de l'histoire? Tant que si tout le monde s'amuse. Tu as raison. Moi, je suis d'accord pour dire que ça n'a aucun intérêt de se poser la question. Ce sera plus ou moins ma conclusion d'ailleurs. Mais là où je veux en venir, c'est à quel point est-ce que les personnes se sentent ou non en responsabilité des actions de leur personnage? En fait, ça dépend du MJ, dans mon idée. Dans le sens où, je dirais que oui, il est responsable, même avec l'usage d'outils générateurs d'aléatoires, parce qu'il sait pourquoi il joue, généralement. En tout cas, dans mes expériences, on savait pourquoi on jetait un dé. Sauf quand c'était une porte mystérieuse. Mais bon, on s'attend un peu quand même aux choses. Mais si le MJ, il est sadique, dans le sens où il va faire tout un panel de possibilités et vraiment surprendre sur les possibilités, enfin sur les résultats de l'aléatoire, là, du coup, le joueur n'a pas de responsabilité, je dirais. Si vraiment le MJ veut pas malmener, mais dans le jeu en fait, surprendre ses joueurs par des résultats vraiment imprévisibles, dans ce cas-là, il n'est pas responsable le joueur. Ce serait ma réponse. Je viens de réfléchir. Un truc, c'est dans ta définition de la responsabilité morale, il y avait le fait que la personne ne répondait pas à une autorité. Et dans un jeu de rôle classique, on va dire, il y a toujours une autorité. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est le maître du jeu qui dit oui, non, peut-être. C'est lui qui a le dernier mot sur en fait ce que ton jet va faire. Et oui, exactement. On vient à la responsabilité de Dieu, voilà. Et je suis complètement d'accord que si on veut mettre la responsabilité à tout le monde, il faut diviser l'autorité narrative et des règles entre tout le monde. C'est le seul moyen d'avoir un tant soit peu de responsabilité partagée au même niveau pour tout le monde. Parce que sinon, toute la responsabilité se retrouve dirigée vers la personne qui prend les décisions. Je vais pouvoir avancer sur mon histoire. En fait, je me suis dit, c'est un petit peu un système de filtres successifs qui s'ajoute. On a un ensemble d'actions possibles que la personne est capable de se projeter dans sa tête. Puis ensuite, on fait un lancer de dés. Le lancer de dés, soit ça va être suivant le système de règles, une réussite, un échec, que sais-je encore, voilà, pour ne prendre que ces exemples-là. Il reste un panel d'actions qui sont possibles. Et ensuite, pour moi, il y a la grosse question, ce qui est peut-être celle qui est la plus déterminante, limite, qui est en fait la description qu'on en fait de cette réussite, de cet échec, de ce quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que, imaginons, je suis MJ et je prends la parole et je dis, ton lancer de dés, c'est un échec, il se passe ça. Si je fais ça, j'élague énormément de possibilités. Si je dis juste, ton lancer de dés, c'est un échec, détermine ce qui se passe, je laisse déjà un plus grand champ possible. Et si je ne dis pas spécialement que c'est une réussite, ne dis pas spécialement que c'est un échec, parce que le système ne le dit pas spécialement, et que c'est juste quelque chose d'indicatif, comme j'ai pu le faire quelques fois avec des systèmes que j'avais pu tester. Là, dans ce cas-là, c'est à la joueuse ou au joueur de composer avec ça, et en fait, la description lui échoit, et donc du coup, c'est cette personne-là qui va se charger de réduire le faisceau. Et bien sûr, il y a la question derrière, enfin, pour moi, de qui a l'autorité narrative, dans le sens, même s'il y a une description qui est faite par quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient et qui dit « Non, ton interprétation, elle est pas bonne » ou « Non, faut qu'on en discute, etc. » De ça, il y a l'ensemble des actions qui est possible d'avoir. On peut être tenu responsable que du coup de cette partie-là, alors qu'il y a des beaucoup plus gros ensembles qui se sont fait dégager avant. Donc de toute façon, on n'a pas une responsabilité totale, clairement. Pour moi, plus on va diviser cette autorité narrative, plus cette partie-là va à la fois être grande, mais en même temps, plus elle va être subordonnée à chaque personne qui va chercher à la mettre en place. J'ai recherché quelques petits exemples, je vais les résumer dans les très grandes lignes pour pouvoir les expliquer, qui sont pour moi des erreurs que j'ai faites, parce que je trouve que c'est pas intéressant de montrer les moments où j'ai fait des choses bien, je préfère montrer les moments où j'ai fait des choses mal, et non pas pour me flageller, mais plus parce que ça fait des exemples sympas à discuter.
J'avais ce JDR-là, ça date d'il y a quelques années, c'est dans les années 2019-2020, je dirais à peu près. Il y a un PNJ dans la scène qui va tirer un carreau d'arbalète dans la direction d'une des créatures qui se trouve sur le côté, parce que c'est une scène de combat, etc. Et j'ai un de mes joueurs, ici, qui est à côté, qui est en train de se battre, etc. Le PNJ fait un échec critique, je mets les dés en visible pour tout le monde, donc du coup, les joueurs savent que c'est un échec critique. Et ce que j'ai fait, c'est, il manque tout à la fois la cible et le personnage. J'avais pas envie que le personnage soit blessé pour ça. Et j'ai pris la décision moi-même tout seul. À la fin de la partie, le joueur m'a reproché de ne pas avoir été touché par la flèche, parce qu'il m'a dit, c'est un échec critique, t'aurais dû le marquer. Enfin, c'était légitime que je me prenne la flèche, j'étais dans le champ de tir. Le problème que je visualise, c'est ma description. J'ai été trop restrictif, et donc du coup, derrière, le joueur avait rien à dire sur la question. Deuxième petit cas, encore un échec critique de la part d'un PNJ. Le guide du groupe, donc là JDR qui a eu lieu aussi en 2020, qui était leur seul un petit peu guide habilité à survivre dans ces milieux-là, décède. Et ce, sans qu'ils puissent prendre la moindre action. Donc du coup, là, je leur ai complètement enlevé la responsabilité, d'une part, de l'interprétation du jet, parce que la description que je vais faire, c'est ils décèdent. Et de leur côté, eux, ils ont aucun moyen d'empêcher ça. Donc du coup, aucune agentivité. Et donc du coup, responsabilité. Encore une fois, un problème au niveau de ma description, et donc du coup, ils ont décidé de mettre fin à l'expédition. Un troisième cas, où là, par contre, on va boucler avec quelque chose que vous avez dit. JDR qui date de 2016, celui-là. Un de mes joueurs décide de sauter au-dessus d'une charrette en flammes, plus précisément de faire un triple salto pour essayer de transpercer une créature qui se trouve de l'autre côté. On lui dit plusieurs fois qu'il peut juste faire le tour, mais il dit, comme ça va être stylé. Je vais faire mon action incroyable, etc. On le prévient à l'avance que, s'il fait ça et qu'il se rate, il risque fortement de juste se brûler, ce qui est logique quand il y a une charrette en flammes et qu'on essaie de faire un triple salto au-dessus sans avoir le moindre élan. Il fait un échec critique, donc du coup il tombe dans les flammes et il perd connaissance peu de temps après. Là, c'est le jet de dés qui a limité la suite de l'action, mais pour autant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le joueur, il était informé des conséquences potentielles de son jet, il a décidé de le faire quand même, il a considéré les autres options, il avait envie de faire celle-là, donc du coup, effectivement, il était complètement en responsabilité là-dessus. Ça, c'est un cas un peu ambigu. Il y a eu une trahison au sein d'un groupe, j'ai pas fait jouer de jet de dés pour l'attaque, et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, là, je vous laisse la main, sachant que c'était un groupe qui se connaissait depuis longtemps et que je savais qu'il y avait derrière aucune animosité ou autre et que c'était juste vraiment la relation qu'ils avaient tracée entre leurs personnages au fil des 15 parties qui avaient précédé. Je leur ai pas demandé de faire de jet de dés pour l'attaque et je leur ai dit, si vous voulez faire des jets de dés, vous les faites. Mais c'est vous qui les gérez, c'est vous qui en gérez la manière dont vous les interprétez. La seule chose que j'ai fait le moment où j'ai repris la main, c'est le moment où le personnage, il est tombé dans le fossé. Je l'ai fait disparaître et j'ai fait croire aux autres que le personnage était décédé et qu'ils ne le reverraient pas. Ils l'ont revu beaucoup plus tard en réalité, mais il était disparu momentanément. Et donc du coup, là, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient l'entière responsabilité de les actions qu'ils choisissaient de faire, les jets qu'ils faisaient et comment ils les interprétaient. Et donc du coup, tout s'est joué à leur niveau. Là, moi, je suis pas intervenu. Un dernier exemple, je vais parler de conséquences non anticipées. Une joueuse récupère une espèce d'orbe qui vient de rouler à travers, depuis un étal. Elle entend quelqu'un qui est en train de grommeler à l'intérieur de l'échoppe. Elle se dit, je vais prendre l'orbe et je vais la relancer à la personne. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que, pour moi, dans ma tête, l'orbe était fragile et que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un lancer de dés en cachet. Je me suis dit, taux d'échec à temps, si jamais c'est un échec, l'orbe va se briser en tombant au sol et ça va provoquer un incendie. Elle aurait pu réfléchir à l'objet parce que c'était des objets qu'elle avait déjà eu dans les mains, donc elle savait qu'il y avait une flamme à l'intérieur. Mais pour autant, il n'y avait pas non plus énormément d'éléments qui lui permettaient de dire que c'était cela qui allait se passer. Et donc du coup, là, même si c'est le jet de dés qui a posé problème en tant que tel, c'est aussi que je n'ai pas donné assez d'éléments pour que la personne puisse prendre sa décision de je relance la boule ou pas, en toute responsabilité. À travers ces quelques exemples, ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est les cas limites, mais pour moi, la réussite tout comme l'échec implique la responsabilité à partir du moment où on a de l'agentivité. Et surtout, si on
a le libre choix de lancer l'action ou non. Parce que si on a la capacité de dire je lance l'action ou je ne lance pas l'action, on est responsable du choix de lancer ou non l'action. Bien sûr, on peut discuter toujours les issues d'un jet et son interprétation. La version de jeu de rôle vers laquelle je tank est assez narrative, même si je garde quand même une part de l'autorité narrative. Je préfère que l'histoire se fasse sous forme de consensus et que la décision soit pas unilatérale. Je préfère que les joueuses et joueurs puissent revenir sur des décisions et dire que non, ça on n'a pas trop envie d'aller le jouer, donc on va plus aller par là. Et la seule peut-être conclusion que je sors sur l'aléatoire, c'est que bien utilisé, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit un faisceau de possibles. Et c'est pas quelque chose de négatif, parce que le jeu de rôle peut être considéré, selon moi, comme un jeu de création sous contrainte. Donc du coup, en soi, c'est juste se rajouter une contrainte en plus pour retisser quelque chose derrière. Et pour finir, moi je dirais que tant qu'on a de la gentilité, l'aléatoire ne conditionne pas l'unique possible qu'il va y avoir derrière. On peut toujours imaginer d'autres scénarios, mais encore faut-il qu'on nous en laisse la place. Et donc tout ça, ça boucle avec des remarques que vous avez. Est-ce que ça vous évoque des choses là, dans tout ça? Est-ce que vous avez des exemples peut-être qui vous viennent, des choses que vous avez envie de partager, des commentaires mais au final on s'en fiche en fait, etc. Je suis curieux de vous entendre. Sur la gentilité et la connaissance des conséquences, je viens de repenser, il y a peu de temps, j'ai lu Public Access, traduit par Gulix en français, et la manœuvre principale, quand le joueur l'a fait, il fait je vais tenter de faire ça, et il doit dire qu'est-ce qu'il pense être la pire chose qui peut mal se passer. Il doit donner le best case et le worst case scénario. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que à ce moment-là, le jeu a c'est lui-même qui réduit le champ des possibles en fait. Il décide de ce qui. Mais t'as 2-3 cas comme ça qui étaient même sur du Donjon et Dragon qui ressemblent un peu à ça. Par contre, il y a juste ton exemple avec la boule là et l'incendie, l'orbe. Si tu retransposes ça dans le monde réel, on va dire, et que quelqu'un chope quelque chose, le relance et le pète et que ça prend feu, moi j'aurais tendance à dire que la personne est responsable, qu'elle sache ou pas ce qu'elle vient d'envoyer. Oui. Après. On ne parle pas de responsabilité, on n'a pas parlé de responsabilité partagée aussi. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, il y a la responsabilité de la personne qui a fait une action sans s'intéresser à toutes les conséquences et du jeu dans le jeu ou dans la vraie vie des personnes qui n'ont pas assez indiqué les choses, de ne pas avoir collé un petit autocollant produit inflammable sur la boule. C'est vrai. Parce qu'on en revient, le jeu de rôle est un jeu collectif. Et toi, Bloop, de ton côté? J'ai une question. Ouais. Peut-être un peu tard, mais est-ce que tu peux me redéfinir agentivité pour être sûr de bien cerner toutes les notions? Tu me corriges si je me trompe, Velvet, mais je dirais que c'est la capacité à agir d'une personne, d'un personnage, etc., dans le cadre qui t'est donné. Et la définition que je donne, Ok. ça désigne la propriété d'un individu, d'une machine ou d'un groupe d'être la source d'actions ayant des effets sur le monde. C'est la capacité d'action et du coup que les actions aient des conséquences. Le contre-exemple, non, j'avais spoilé Baldur's Gate 3, donc je vais me taire. Il y a un moment où t'as beau réussir ton jet, tu perds quand même, voilà. Oui, je vois exactement quel moment. J'étais très heureux de ce coup critique. Oui. Moi, je vais rebondir sur une question. Ouais. Est-ce que vous, en tant que MJ, vous préférez quand il y a de l'aléatoire ou pas? Pour justement cette question de responsabilité et de surprise en soi. Je trouve que l'aléatoire est ce qui fait que le jeu de rôle n'est pas juste du tas d'improvisation. Il n'y a pas de définition très précise au jeu de rôle. Il y a des jeux indés qui se font sans aléatoire. Je pense à Sens, un vieux jeu de rôle français. Je vais pas m'ériger en gros radical et dire que c'est pas du jeu de rôle. Mais pour moi, personnellement, une forme d'aléatoire fait partie du jeu de rôle. Sinon, c'est une histoire racontée entre amis, ce qui est pas désagréable, ce qui est pas mauvais non plus, mais le jeu de rôle, ça a commencé quand on a pris du théâtre d'improvisation et du wargame et qu'on a mis des petits dés avec des formes bizarres. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, je ne me battrai pas avec lui. Moi, j'ai aucun problème avec cette observation-là, clairement. Pour ma part, j'aime bien l'aléatoire, mais j'aime bien l'aléatoire quand les personnes qui doivent y recourir ont la possibilité d'influer sur cet aléatoire, que ce soit en termes de narration ou en termes de mécanique. Avoir des moyens de recours dans le système de résolution qui font que on peut se dire ce jet-là, on veut vraiment pas le manquer, il est vraiment capital et j'ai vraiment envie de le réussir. Je suis capable d'influer un petit peu, comme pour noter le fait que dans la vie de tous les jours, il y a une action, on sait qu'elle est super importante, on va se concentrer à fond dessus. Et on va vraiment y dédier
100% de ses capacités. De l'autre côté, j'avoue que j'aime pas soumettre à l'aléatoire les actions qui sont censées être des réussites absolues. Donc très souvent, Mm. ce que je fais, c'est dans les contextes où il n'y a pas de pression particulière, que c'est pas il faut sortir la chose là, à l'instant donné, j'ai plus le réflexe de dire si ça te convient, fais ton lancer de dés et juste ta réussite ou ton échec indiquera qu'il te faudra plus ou moins de temps pour accomplir l'action. Mhm. Voilà, ce genre de choses. Ou alors, tu vas tordre un de tes outils un tout petit peu, ou enfin voilà. Tu vas quand même réussir à faire ton action, mais juste, va y avoir un petit truc qui va se passer, quoi, en plus. Histoire de donner un petit élément, dire, comme tu dis justement, et je fais beaucoup le lien avec ce que tu dis en termes de théâtre d'impro, c'est tu rajoutes une petite contrainte comme ça, hop, cadeau, voilà, bon bah, maintenant, t'as ton outil, il est tordu comme ça, bah, tu dois jouer avec. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui font ça. Je pense par exemple à Donjons et Dragons, pour ne citer que lui. Je peux pas garantir que ce soit dans les dernières versions, la V5 et la version 2024, mais je me souviens de la 3 ou la 2, où tu avais les options faire 10 et faire 20. Qui était si ton personnage, on n'est pas en train de lui tirer dessus, qu'il est sous une pluie battante en train de se battre contre des gens, il se pose, il respire un grand coup et il fait un 10. Et à l'opposé, si tu as le temps dans l'exemple tout bête de crocheter la serrure, c'est bon. Il n'y a personne qui va passer dans ces trucs pendant 2 heures. Crocheter la serrure, ça te prend 30 secondes. On part de la base que tu as le temps d'essayer jusqu'à ce que tu fasses 20. Donc, Mhm. ça revient un peu ce que tu dis. Si tu as le temps, voilà. Et tu as d'autres jeux comme l'Appel de Cthulhu, je crois, et j'en suis sûr Delta Green, où c'est des pourcentages, les caractéristiques, et te donne un niveau de connaissance, on va dire, avec le niveau, je crois que c'est genre 25. En dessous de 25, tu es un débutant. Entre 25 et 50, tu es un professionnel. T'es un expert et t'es un sommité au-dessus de 75. Et dans les derniers scénarios, c'est bien, il y a plein de choses qui te disent, bah voilà, vous, les joueurs trouvent cet ordinateur verrouillé. Si une personne a plus de 40 en informatique, c'est bon, c'est pas la peine de lancer le dé, c'est un professionnel. Il passe ses journées à faire ça, pas la peine de s'amuser de lui faire lancer. Est-ce que vous connaissez d'autres outils d'aléatoire? Est-ce qu'il n'y a que les dés? Ou est-ce qu'on peut partir du principe que si vous prévoyez des possibilités de réponses et de conséquences en fonction de ces réponses, mais que par le dialogue, c'en est aussi? Tu veux dire des espèces d'arbres de décision, quoi. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un arbre de décision, s'il est posé à l'avance, effectivement, il y a une notion d'aléatoire parce que la personne ne sait pas quels sont les choix derrière. Mais en même temps, faire un arbre de décision exhaustif, ça m'a l'air extrêmement difficile et donc du coup il y aurait une part qui redeviendrait de l'improvisation et donc du coup plus de l'aléatoire. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'un arbre de décision est aléatoire. Dans le cadre d'une discussion, alors encore, je ne parle que pour moi, je vais dire des choses, si vous n'êtes pas d'accord, mais qu'une discussion suit une logique et que si, par exemple, tu proposes à quelqu'un de lui filer un bout de pain, à un mendiant, voilà, t'es un personnage, tu files un bout de pain à un mendiant, normalement, il n'y a aucun monde où il se lève et qu'il te plante. Ça dépend du MJ. Je ne ferai pas de remarques sur les MJ qui font ça. Mais voilà, il y a normalement une logique et Oui. ton personnage sait que s'il n'y a pas d'aléatoire, que s'il est gentil, il y aura quelque chose de. Enfin, suivant sa façon d'aborder le dialogue, il aura Mm. peut-être pas ce qui se passe exactement, mais il aura une direction générale. Mais en même temps, il ne sait pas s'il y a une conséquence ou pas. Ça se trouve, c'est une discussion banale avec un PNJ et en fait, il y a une grosse conséquence. Du coup, est-ce qu'il y a... Aléatoire. Je sais pas. C'est le cas, tout n'est-il pas aléatoire? Parce que pour moi, si tu dis quelque chose de précis, le joueur va vouloir répondre quelque chose de précis, et techniquement, cette réponse amène à elle-même une réponse précise. Mm. Encore une fois, je vais m'engueuler avec personne sur ça. Si vous n'êtes pas d'accord, Non, mais il y a aucun il souci. y a- Et en termes d'autres outils d'aléatoire que tu demandais, bah il y a les cartes qui sont parfois utilisées à la place des Fonctionne dés. comment? Bah t'as pas mal de jeux où c'est soit un jeu de cartes classique, soit ça peut être des jeux de cartes qui soient spécifiques au système de jeu, et où tu tires une carte et t'as une grille qui te dit en fonction de, enfin si tu tires telle carte, il se passe ça, si tu passes, etc. Ok. t'as des jeux aussi où t'as des sacs de billes, on va dire, et t'en as X blanches, X noires, et suivant ce que tu sors, c'est un échec ou une réussite. Après, on en revient à une forme de détermination d'aléatoire. Je trouve que dans les faits, ça change pas grand-chose. Mm. Il y a aussi les dés spéciaux, je pense à ceux du système Genesis d'Asmodée, je sais pas si vous connaissez. C'est aussi ceux du jeu Star Wars et du jeu L5R, où tu as des dés qui ont un certain nombre de faces et qui n'ont pas de chiffres sur les faces, mais des symboles. Mm. Et genre quand tu lances, tu as des symboles pour l'échec, des symboles pour la réussite, il faut que tu fasses plus de réussite que d'échecs. Et tu as des symboles avantages et désavantages, et suivant comment tu fais, tu te retrouves avec plein de possibilités,
est-ce que tu as fait plein de succès et aucun échec, donc tu as réussi brillamment, mais tu as 2 désavantages, donc il se passe quelque chose, genre tu casses ton outil. C'est une forme d'aléatoire un peu différente. Une autre chose que je vois qui peut motiver justement le fait de mettre, par exemple, autre chose que des dés, ou même des dés en soi, mais qui fait varier un petit peu ça, c'est aussi le fait d'avoir par exemple, un pot commun. Et que du coup, tout le monde pioche dans le même pot. Et du coup, par exemple, si on reprend le cas des billes que tu citais, bah, il n'y a pas de remise des billes, par exemple. Et donc, du coup, si tu as fait beaucoup de réussite en début de partie, tu sais que tu vas de plus en plus, possiblement, quand tu vas te risquer à faire des actions, bah, tu vas vraiment t'y risquer, quoi. Qui pourrait être une manière de... C'est bien ça. Dans la responsabilité collective qu'on parlait tout à l'heure. Que du T'as- coup, T'avais un jeu qui faisait un truc un peu similaire, mais un petit peu différent. Je crois que c'était Clue Trail, si je me souviens. Je suis pas tout à fait sûr. Où t'as, je sais plus si c'était en commun ou individuel, mais t'avais XD au début de la partie, des D6. Tu les lançais, et c'est bon, t'avais tes résultats pour toute la partie, en fait. Mmh. Tu sais, c'est bon, t'as fait sur tes 10 dés, t'as fait 3-6. À toi de décider le moment où tu veux vraiment les sortir. Plus ou moins aucun rapport, si ce n'est que c'est des dés qu'on lance en début de partie et qu'ensuite ils sont fixés. Mais l'adaptation en jeu de plateau de Darkest Dungeon, dedans, tu lances au début de ta partie tes dés de provision, et sur tes dés, en fait, t'as les différentes provisions qui existent dans le jeu, qui sont disponibles. Et ces provisions-là, c'est les provisions avec lesquelles tu dois faire la partie. Et ensuite, tu choisis quand tu les investis. Mais bah, du coup, si t'as pas de chance, par exemple, t'as pas de pelle. Et dans ce cas-là, dès que tu tombes sur un obstacle, bah, tu douilles. Mais je repense à l'idée de responsabilité, ouais, par rapport à ce système où tu lances les dés au début. Donc, à chaque. T'as un côté aléatoire au début, mais après, à chaque action que tu fais où tu assignes un dé, tu sais déjà si t'as. Tu sais grosso modo tes probabilités de réussite. Donc, est-ce que là, tu deviens plus responsable ou pas? Parce qu'en fin de compte, tu fais quand même avec ce que l'aléatoire t'a donné au début. la responsabilité de du coup choisir quand les utiliser. C'est ça. Du coup, oui, je dirais qu'on est plus responsable. Enfin, du coup, avec cet exemple-là, je dirais qu'on est plus responsable parce que on peut plus prévoir le résultat. Mais imaginons en fin de partie, tu as décidé de cramer tous tes bons trucs au début parce qu'il y avait quelque chose d'important, ou en tout cas qui te semblait la chose la plus importante du monde à ce moment-là. Tu termines la partie et là, il y a l'acte final que tu n'avais pas prévu et tu te retrouves plus qu'avec des mauvais jets. Bah, celui qui a fait que des 6 parce qu'il a eu du bol. Ouais. Après, l'avantage, c'est que tu peux anticiper, tu peux décider d'être plus prudent. Mm. Je crois qu'il y a de bonnes réponses. Il n'y a pas de bonne Je pense pas réponse. qu'il y ait bonne réponse non plus.